Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du Necronomicon, le 6e de l'horreur à Dunwich. Cet épisode, j'ai encore failli ne pas le tourner cette semaine, mais bon, vu les messages que j'ai reçus, je pouvais pas vous laisser quand même plus de 15 jours sans épisode et sans nouvelles. Donc, allons-y, malgré ma voix qui est complètement barrée. Vous m'en excuserez, je vais tenter de vous offrir quelque chose. Allons-y. L'horreur à Dunwich, proprement dite, se manifesta entre la fête de la moisson et l'équinoxe de 1928. Le docteur Armitage fut l'un des témoins de son abominable prologue. Il avait entre-temps eu vent de l'expédition ridicule de Whately à Cambridge et de ses efforts frénétiques en vue d'obtenir auprès de la bibliothèque Widener le prêt du Necronomicon ou de moins l'autorisation d'en recopier des extraits. Le solliciteur s'était démené en vain, parce qu'Armitage avait prévenu contre lui, et dans les termes les plus vifs, tous les conservateurs ayant la garde de ce redoutable ouvrage. À Cambridge, Wilbur s'était montré extrêmement tendu, anxieux de pouvoir accéder au livre, mais presque aussi impatient de retourner chez lui, comme s'il craignait les conséquences de son absence prolongée. Début août se produisit la suite plus ou moins prévisible de ces événements. Durant les premières heures du 3 de ce mois, Armitage fut arraché au sommeil par les cris furieux du féroce chien de garde lâché sur le campus. Profond, épouvantable, les grondements, grognements et aboiements quasi déments se prolongèrent de manière toujours plus intense, même s'ils étaient entrecoupés de silences atrocement significatifs. Puis retentit un hurlement, poussé par une gorge toute différente, un hurlement propre à réveiller tous les dormeurs d'Arkham et à hanter à tout jamais leurs rêves par la suite. Aucune créature terrestre, ou pleinement terrestre, n'aurait pu les mettre. Armitage s'habilla à la hâte, se précipita de l'autre côté de la rue et traversa la pelouse jusqu'au bâtiment de l'université. Il remarqua alors que d'autres l'avaient devancé et entendit les échos de la stridente alarme de sécurité qui retentissait encore dans la bibliothèque. Sous le clair de lune, il vit une fenêtre ouverte, bâillant sur les ténèbres. L'intrus avait certes pénétré dans les lieux, car les aboiements et les hurlements, qui étaient à présent muets en un grondement sourd et en gémissement, provenaient sans équivoque de l'intérieur. Armitage comprit instinctivement qu'on ne pouvait permettre à des yeux non avertis d'apercevoir ce qui se déroulait dans cette salle. Aussi repoussa-t-il la foule avec autorité avant de déverrouiller la porte d'entrée. Parmi les personnes présentes, il remarqua le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan, deux confrères à qui il avait fait part de certaines de ses hypothèses et inquiétudes. Il les invita du geste à l'accompagner à l'intérieur. Le bruit, mis à part la plainte monotone émise par le chien vigilant, avait à ce moment presque cessé. Mais Armitage sursauta violemment quand il se rendit compte qu'un cœur retentissant d'engoulevent
avait commencé à piailler d'une odieuse manière, rythmée dans les buissons, comme à l'unisson des dernières exhalaisons d'un homme à l'agonie. Une affreuse puanteur, hélas bien connue du docteur Armitage, planait dans le bâtiment. Les 3 universitaires traversèrent le vaste hall au pas de course jusqu'à la petite salle de lecture dédiée aux généalogies d'où provenait le gémissement du chien. Pendant un instant, personne n'osa allumer la lumière. Puis Armitage rassembla son courage et fit jouer l'interrupteur. L'un des 3 compagnons, on ne sait trop lequel, cria à la vue de l'être allongé au milieu des tables déplacées et des chaises renversées. Le professeur Ray s'assure que, pendant 1 seconde, il perdit carrément conscience, même s'il ne vacilla pas ni ne s'effondra. La créature étendue sur le flanc, repliée sur elle-même dans une mare fétide de sécrétions jaunes verdâtres et de poids bitumineuses, mesurait près de 2 mètres 3/4. Le chien lui avait arraché tous ses habits et une partie de la peau. Elle n'était pas complètement morte, mais des spasmes silencieux la parcouraient tandis que sa poitrine se soulevait à l'unisson. Monstrueux, des piaillements déments des engoulevents au dehors. Des fragments de cuir provenant de ses chaussures et des morceaux de ses vêtements étaient éparpillés dans toute la pièce. Et sous la fenêtre, un sac de toile vide gisait là, où de toute évidence, l'intrus l'avait jeté. Près du bureau principal, un revolver était tombé par terre. Une cartouche cabossée mais non explosée devait indiquer plus tard pourquoi aucun coup de feu n'avait retenti. Mais c'était sur l'être lui-même toutefois que se focalisaient tous les regards. Ce serait un cliché inexact de le prétendre indescriptible selon les critères humains. Pourtant, on peut affirmer sans mentir que quiconque a des conceptions de l'aspect physique trop dépendantes des formes de vie communes sur notre planète et des 3 dimensions connues risque de ne pas parvenir à le visualiser avec pertinence. La créature était partiellement humaine, sans aucun doute, munie de mains et d'une tête fort humaine, et l'absence de menton sur la face caprine marquait l'ascendance Watley. Mais le torse et la partie inférieure du corps présentaient un aspect digne des monstres les plus fabuleux. Il avait fallu une tenue élaborée pour lui permettre de fouler le sol de notre planète sans qu'on le combatte et qu'on l'élimine. Son torse, sur lequel reposaient encore les pattes vigilantes du chien qui l'avait déchiqueté, restait plus ou moins anthropomorphe, même s'il était recouvert d'une peau épaisse et rugueuse, rappelant celle du crocodile ou de l'alligator. Le dos tacheté de jaune et de noir suggérait vaguement la parure squameuse de certains serpents. Mais le pire se situait en dessous de la taille. Là, toute apparence d'humanité laissait place au pur cauchemar. La peau était recouverte d'une épaisse fourrure noire et d'une vingtaine de longs tentacules gris-vert terminés par des ventouses rouges pendaient mollement de l'abdomen. Ces appendices étaient disposés bizarrement suivant, semblait-il, les symétries d'une géométrie cosmique inconnue sur la Terre, voire dans le système solaire. Sur chaque hanche, très enfoncée dans un espèce d'orbitre rosâtre, frangé de cils,
apparaissait ce qui avait l'allure d'un œil rudimentaire. À l'emplacement où aurait pu se trouver une queue, pointait une sorte de trompe ou de tentacule constitué d'anneaux violets superposés qui donnaient l'impression de former une gorge ou une bouche ébauchée. Les membres inférieurs, mis à part leur fourrure noire, ressemblaient grossièrement aux pattes arrière des sauriens géants de l'époque préhistorique, et se terminaient par des coussinets aux veines saillantes, sans sabots ni griffes. À chaque respiration de la créature, la trompe et les tentacules changeaient de couleur, ce qui était sans doute une conséquence normale de la circulation de ce liquide verdâtre inhumain. Pour la queue, ce phénomène se manifestait entre les anneaux mauves par une morbide alternance d'une teinte jaunâtre et d'une autre blanc grisâtre. Il n'y avait pas de sang à proprement parler, rien que cet infect liquide jaune-vert qui s'écoulait goutte à goutte sur le parquet peint au-delà de la zone couverte par la substance noire collante, y laissant une curieuse décoloration. La présence des trois humains parut réanimer l'être mourant. Il se mit à marmonner sans toutefois tourner ni lever la tête. Le docteur Armitage ne transcrivit pas ce murmure, mais assure avec la plus grande fermeté qu'aucun mot anglais ne fut prononcé. Au début, les syllabes défièrent toute identification d'un quelconque langage terrestre, mais vers la fin se firent entendre quelques bribes décousues extraites sans doute du Necronomicon, le monstrueux ouvrage blasphématoire dont la quête avait causé la mort du monstre. Armitage se rappelle quelque chose comme Nga, Bug, Shogog, Ya, Yok, Sotot. Ces balbutiements s'éteignirent, tandis que les engoulevents intensifiaient leurs piaillements stridents, selon un crescendo rythmique, plein d'une impatience maléfique. Puis la respiration haletante s'arrêta, et le chien leva la tête pour hurler longuement, lugubrement. Un changement apparut sur la face jaune et caprine de l'être prostéré. Les grands yeux noirs s'enfoncèrent d'une affreuse manière dans leurs orbites. De l'autre côté de la fenêtre, les cris des oiseaux avaient cessé d'un seul coup. Par-dessus la rumeur de la foule qui s'était rassemblée à l'extérieur, on entendit le sol d'un envol tourbillonnant, paniqué. Un grand nuage de ces psychopompes ailées s'éleva, silhouetté par la lune, avant de disparaître dans la nuit. Les oiseaux poursuivaient frénétiquement leur proie. Tout à coup, le chien se redressa sur ses pattes, poussa un aboiement effrayé et bondit, tout agité par la fenêtre qui lui avait livré le passage dans le bâtiment. Un cri s'éleva de la foule, et le docteur Armitage vociféra à l'adresse des personnes à l'extérieur que nul ne devait entrer avant l'intervention de la police ou du médecin légiste. Il bénissait le ciel que les croisées furent juste assez hautes pour empêcher les gens de voir à l'intérieur, et il tira avec soin les rideaux devant chacune d'elles. Quand il eut terminé, 2 agents de police étaient arrivés. Le docteur Morgan alla à leur rencontre dans le couloir, et pour leur propre bien, leur déconseilla fortement d'entrer dans la salle de lecture, imprégnée de l'odeur méphitique, avant qu'un médecin ne fût recouvrir le corps sans vie de la créature. Pendant ce temps, une métamorphose effroyable se produisit sur le sol,
Inutile de décrire en détail la nature et la vitesse du recroquevillement, puis de la désintégration qui a lieu sous les yeux du docteur Armitage et du professeur Rice. Mais il reste permis de supposer que, en dehors de l'apparence extérieure du visage et des mains, l'élément vraiment humain chez Wilbur Whateley devait avoir été des plus réduits. Quand le médecin légiste se présenta, il ne subsistait plus sur les lattes peintes qu'une mâche blanchâtre et collante. La puanteur monstrueuse s'était presque entièrement dissipée. Il semblait que Whateley n'ait eu ni crâne, ni squelette osseux. Du moins, pas de manière véritable ou permanente. Il tenait de son père inconnu. C'est la fin du 7e épisode. J'ai eu quelques faiblesses au niveau de la voix, je m'en doutais. Mais j'espère que vous aurez quand même apprécié celui-ci. Voilà. Je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas, toujours, la Facebook. Voilà, c'est pas compliqué, c'est marqué. Le Twitter, c'est marqué aussi. Et puis, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. Voilà. Et puis, faites tourner ça à votre entourage. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Je suis vachement content parce que ça vous permet de découvrir des choses. N'hésitez pas à partager ça avec votre entourage. Sur ce, je vous dis à très bientôt et méfiez-vous.